l'agence.expert. Et on va voir qu'en fait, au fur et à mesure du podcast, qu'il y a différentes classes d'actifs et que ces différentes classes d'actifs n'interagissent pas forcément de la même manière avec le Covid. Maintenant, si je pense qu'une année comme 2021, il faut être patient. Et la patience va permettre à certains de faire des bonnes affaires. On a le Covid aujourd'hui depuis 2 ans, mais il ne va pas durer 15 ans. Donc à un moment, il y aura forcément un retour à la normale. On attend en grande partie pour 2022. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Thomas Terzulli, expert en immobilier. Il est à la fois le directeur de l'agence Arthur Immo de Montpellier-Est depuis 2017 et enseignant en école d'immobilier. Il possède aussi une expérience de plus de 10 ans en gestion de patrimoine. Eh bien Thomas, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Rudy, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. On a souhaité avoir ton retour en fait sur une question que on s'est posée et que beaucoup de chefs d'entreprise se posent depuis le Covid. C'est comment optimiser mon local depuis donc le Covid. La question en fait, elle est assez simple. C'est vrai qu'on on a vu depuis mars 2020 en fait beaucoup de commerces en fait sont fermés. Soit fermé de manière définitive pendant la durée du confinement, soit de manière aléatoire. Bon, c'est très compliqué en fait de maintenir une activité. Et donc, on s'est posé la question en fonction des différents locaux qu'un entrepreneur peut avoir, comment est-ce qu'il peut, l'optimiser, le garantir, on va dire un premier niveau de revenu. Donc, est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux me faire une situation en fait de l'idée de l'état du marché avant en fait 2020 plutôt. Donc pour l'immobilier d'entreprise, on va distinguer 3 secteurs d'activité dans l'immobilier d'entreprise. Oui. Donc l'immobilier de bureau, oui, à partir du premier étage, immobilier de commerce, rez-de-chaussée d'immeubles, locaux industriels ou local d'activité, plutôt hangar. Donc ça c'est trois secteurs différenciants. D'accord. Là, en 2019, ça représentait 35 milliards de transactions, l'immobilier d'entreprise. 35 contre milliards 30 milliards, ouais. C'est énorme, oui. C'est un gros volume de transactions. Et 30 milliards en 2018. Et 30 milliards en 2018, d'accord. Une petite progression en fait de 5 milliards entre 2018 et 2019, d'accord. Donc c'est un marché en fait qui croît chaque année. C'est un marché qui croît chaque année. Bon, depuis la crise du Covid, le volume de transactions a quand même baissé. Oui, bon après ça on va dire c'est un peu mathématique par rapport à la situation, ouais. Mais on va voir qu'en fait, au fur et à mesure du podcast, qu'il y a différentes classes d'actifs et que ces différentes classes d'actifs n'interagissent pas forcément de la même manière avec le Covid. D'accord. Ok, c'est intéressant. D'accord. Et alors, si on pourrait par exemple commencer par les bureaux, en fait, aujourd'hui, alors je vais prendre un cas, mais c'est pas forcément représentatif, mais je prends le cas de Microsoft à Issy-les-Moulineaux qui ont des bureaux en fait qui accueillent, je crois de mémoire, à peu près 4500 collaborateurs. Bah, ça fait plus d'1 an et demi, il n'y a plus personne dans les bureaux. Donc ma question, c'est qu'à une échelle plus on va dire plus humaine, comment en fait moi entrepreneur j'ai un local qui accueille mes collaborateurs. Aujourd'hui mes collaborateurs sont en partie en fait à 70, 80 voire même 100% en fait en télétravail. Ces bureaux en fait sont quasiment vides. Comment moi en fait en tant qu'entrepreneur je m'organise pour optimiser en fait ces bureaux? Là, il faut distinguer plusieurs tendances. Donc la tendance du télétravail, c'est une tendance qui remonte à déjà quelques années. On en parle de plus en plus en période de Covid. Quand on fait du télétravail, on travaille donc à distance. Si on travaille à distance, on a 2 choix. Soit travailler chez soi, soit travailler dans un espace extérieur de coworking.
Coworking. Donc ça, c'est vraiment une tendance actuelle. Mhm. On voit qu'aujourd'hui, la tendance du télétravail correspond pas encore forcément à notre mentalité latine. Ça revient, c'est en vogue depuis quelques années sur les mentalités anglo-saxonnes et scandinaves qui le pratiquent de plus en plus. En France, on était à une tendance à 5-10% de télétravail avant Covid, on est passé à 15-20% actuellement. Il est certainement probable que cette tendance va perdurer dans le temps. Le constat quand même reste le même, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que les espaces de travail, on va plutôt chercher de la qualité de vie au travail, plutôt chercher en fait l'émergence de la culture d'entreprise dans le cadre du travail, dans ce lieu de vie. Même si on y passe 5 jours sur 7, eh bien on va commencer à voir en fait des lieux de réunion qui vont modifier un peu les espaces de travail. C'est pour ça que le coworking commence à prendre sa place sur les locaux de bureaux. D'accord. Donc tu dis qu'en fait, ils vont plutôt aller chercher un espace de travail, un lieu de travail qualitatif, plutôt que la culture d'entreprise, c'est ça? Voilà, on va chercher plutôt la culture d'entreprise, on va la faire vivre autour d'espaces communs. À l'époque, le Ah oui. bureau individuel était quand même beaucoup plus sollicité, donc on voulait des espaces vraiment individualisés. Et maintenant, on se rend compte que les espaces communs ont quand même beaucoup plus de force et permettent aussi en fait de créer des liens, de créer des espaces de réflexion commune et des espaces de réflexion stratégique. Parce que Mmh. l'émulation collective va faire que aujourd'hui, les entreprises vont pouvoir se développer. Ouais, je comprends, ouais. Et l'idée, c'est peut-être d'avoir un peu un mix entre espace commun, en fait, et lieu fermé, salle de réunion type. C'est ça. Donc aujourd'hui, si vous avez un bureau dans lequel vous avez beaucoup d'espace aujourd'hui, de bureaux individuels, vous souhaitez potentiellement l'optimiser. Vous êtes toujours en capacité de créer en fait un espace de coworking, soit pour vos salariés, soit pour des personnes extérieures. Mais en fait, on va travailler de plus en plus en open space. Pour rentabiliser aujourd'hui un espace de coworking, ça demande de l'investissement et Mmh. l'autorisation aussi de votre bailleur si vous êtes locataire. Donc ça D'accord. demande de l'investissement parce qu'il faut aménager des espaces. Donc si on avait avant une cuisine simple, bah, peut-être qu'il faut emmener des espaces supplémentaires, donc une cuisine aménagée avec des aménagements supplémentaires, donc four, micro-ondes, bar, espace de vie, espace de discussion. Et ça n'existait pas forcément dans les entreprises il y a 2-3 ans. Ouais. Il y a une vraie tendance là-dessus parce qu'on a des plateformes qui nous permettent en fait de centraliser de votre espace de coworking. Je vais citer 3 plateformes. Workin.space qui vous permet en fait de trouver un espace de coworking n'importe où en France. D'accord. Immobilier.cbre.fr ou hub-grade.com. Ça permet de référencer différents espaces de coworking. Aujourd'hui, pour resituer, si vous êtes propriétaire d'un bureau, vous pouvez mettre par exemple un prix à la journée, ça peut être 30 € hors taxe. On va pas à 30 € hors taxe louer en fait un espace privé, on va surtout louer un siège dans un espace où il y aura d'autres services annexes. Services annexes, ça peut être une cafétéria, ça peut être internet, ça peut être le fait de voir Machine à peut-être café, des une choses comme machine à ça. café, vraiment un Photocopie, espace de vie. Une photocopieuse. photocopieuse. D'accord. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Déjà, est-ce que tout le monde peut se mettre sur ces plateformes ou est-ce qu'il y a, je sais pas, des documents à remplir en préalable, déclarations à faire, je sais pas moi, à la CCI ou est-ce que de manière complètement libre? Alors bien sûr, j'ai compris que tu dois prévenir ton propriétaire que tu vas mettre en place un système de coworking dans ton espace de travail, dans ton local. Le propriétaire, lui, déjà, est-ce qu'il peut accepter? Est-ce qu'il peut refuser? Comment ça fonctionne? Alors avec le propriétaire, vous avez dans votre bail des conditions d'exécution. Comme c'est 2 personnes morales qui souscrivent ensemble, donc l'idée c'est d'être vérifier dans le bail s'il n'y a pas entre votre activité déjà et l'espace de coworking que vous voudriez potentiellement créer, s'il n'y a pas c'est possible. Est-ce que c'est possible par rapport à vos activités? Deuxième Mmh. point, c'est de dire à votre propriétaire, est-ce que je peux sous-louer dans mon espace de travail? Est-ce qu'il l'accepte? Mmh. S'il l'accepte, auquel cas, dans ce cas-là, vous pouvez le facturer. Si maintenant il vous émet des conditions financières, vraiment une discussion entre 2 professionnels, puisque c'est pas un contrat qui est régulé par l'État, D'accord, ni par une loi quelconque. d'accord. Il ne faut pas d'autorisation particulière pour créer un espace de coworking, mais si vous sous-louez vos bureaux, et voilà, l'accord du propriétaire c'est primordial. Donc ça c'est déjà la base. Si vous voulez maintenant faire un espace de coworking avec plusieurs personnes qui peuvent rentrer au même endroit, vous avez une idée à peu près à 150 € par mois, vous pouvez avoir un petit espace, donc ça se limite peut-être à un bureau, une fauteuil, qui ne sera pas privatif, donc vous venez à la carte,
vous savez que vous pouvez venir quand vous voulez, mais pour 150, à partir de 150, 200 euros par mois, on peut commencer à avoir un petit espace où aller travailler, du moins. Si on veut vraiment un espace privatif, vraiment un bureau dédié qui fasse 7, 8 mètres carrés avec un bureau perso avec des affaires, à partir de 500 euros par mois, on peut commencer à avoir des espaces personnalisés. Je parle de 500 euros par mois, ça va être plutôt en province. Si vous allez à Paris, vous serez plutôt à 800, 900 euros. Ça varie en fonction de la capitale ou de la métropole. Situation géographique, ouais. D'accord. Donc, si je résume, en fait, pas besoin en fait de déclaration, on va dire officielle, parce que apparemment il n'y a pas de ce dispositif à mettre en place au sein d'un coworking. Par contre, si les locaux en fait sont loués à un bailleur, dans ce cas-là, informer le bailleur pour savoir si déjà dans un premier temps je peux faire ces travaux d'aménagement. Alors après, ça peut pas forcément être des gros travaux, parce qu'aujourd'hui on peut peut-être utiliser des systèmes de cloisons amovibles, peut-être pour éviter justement de tout comment dire, déstructurer en fait, et d'avoir trop de travaux, donc trop de coûts. Ça peut peut-être être une technique en fait pour réduire les frais. Et puis après, c'est de lui confirmer que donc vous êtes d'accord pour les travaux et que vous êtes d'accord pour que je puisse louer. Alors, est-ce qu'on doit être très précis est-ce qu'on doit faire un avenant? Est-ce que c'est juste verbal en disant sur 100 mètres carrés, je vais mettre 20, 30 mètres carrés en fait en lieu de coworking? Ou c'est le meilleur des accords, c'est l'accord écrit. Donc, il faut obligatoirement un avenant. D'accord, ok. Et donc, est-ce qu'on doit être précis sur le nombre de mètres carrés ou c'est pas obligatoire? C'est pas forcément obligatoire. L'idée, c'est que vraiment votre propriétaire soit au courant de votre activité, qu'il l'accepte. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'il l'apprenne pas par quelqu'un d'autre. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est ça. D'accord. Ok. Après, ça reste intéressant en termes de retour quand même sur investissement, parce que si il y avait 10 personnes qui travaillaient dans ce lieu et puis du jour au lendemain, en fait, il y en a beaucoup moins qui arrivent au quotidien tous les jours et qu'il y a 2-3 lieux de disponibles par jour. J'ai indiqué j'ai retenu ton chiffre de 30 euros pas par par journée de travail, ouais. Voilà, pas par espace, mais par une table sur un lieu commun avec une chaise et éventuellement peut-être des services annexes. 30 euros que je multiplie, peut-être pas par 30, parce que peut-être que les gens, après ça à voir, je sais qu'il y a des pays où c'est ouvert 7 sur 7, 24 sur 24. Peut-être que là, il y a des contraintes liées, en fait, aux conditions d'ouverture de l'immeuble ou plein de choses comme ça. Mais si on résume par 20, ça fait quand même par chaise, on va dire, je vais appeler ça une chaise, par chaise utilisée, ça fait un retour sur 600 euros. Si j'ai 2-3 tables comme ça peut être intéressant. Okay. Il y a un vrai retour sur investissement, c'est un vrai sujet d'actualité. Il faut quand même juste que l'endroit soit attrayant, soit accessible en transport en commun, et qu'il y ait une zone de chalandise qui le permette. On va prendre le cas de métropole où il y a des startups. Les startups aujourd'hui, elles ont besoin de ces espaces amovibles pour se dire ça coûte un peu plus cher qu'un bureau classique. Par contre, c'est flexible. Je vais travailler avec d'autres entrepreneurs. Je peux faire mes réunions parce que j'ai potentiellement une salle de réunion à louer. Et après, au fur et à mesure du temps, ils vont commencer à prendre leur propre bureau et avoir leurs propres espaces de travail. Je comprends, ouais. Et alors, si je compare juste avec on parle souvent, en fait, on va aborder après le commerce. On dit le commerce, c'est l'emplacement. Est-ce que pour un lieu de coworking, c'est l'emplacement? Ou il y a d'autres? Ça reste, c'est de l'immobilier, oui, c'est vraiment important. L'emplacement, il est vraiment, vraiment primordial. Si vous êtes en plein cœur de ville, par exemple, ou proche d'une gare, est-ce que ça peut être, il y a un sens ou pas? Ah oui, tout à fait, ouais. D'accord. Après, 80% des gares sont déjà implantées situées en centre-ville. Oui, c'est sûr. Ce qui est important à retenir aussi sur l'immobilier de bureau, c'est qu'il va y avoir une vraie baisse du taux d'exploitation, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'immobilier de bureau. Il y a des endroits qui sont plus ou moins attractifs que d'autres, mais avec l'arrivée du télétravail et du coworking, les entreprises vont commencer à réduire la voilure. On en a fait moins 40% d'espace de vente de bureaux en 2020. Ah oui. Ça ne veut pas dire que la tendance va continuer dans le temps, mais elle va muter sur plus de coworking et du télétravail en espace de coworking, pas forcément que du télétravail à la maison. Je comprends, ouais. Il faudrait un peu créer une sorte d'idée un peu comme du Airbnb courte durée, donc de bureau, mais très qualitatif, peut-être pour se différencier aussi peut-être de la concurrence, quoi. Voilà, plus il y a de services, plus le lieu est attrayant
et plus vous aurez de remplissage. Super. Ok. Ça, déjà, il y a une première approche donc sur ce premier type en fait de local qui sont les bureaux. Donc, si on continue en fait notre parcours au travers des locales et les commerces, aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux. Je pense que c'est eux peut-être qui subissent le plus la crise. Les restaurants sont complètement fermés. Salon de coiffure, c'est une fois sur deux. Il y a des activités en fait qui sont nommées prioritaires, d'autres pas prioritaires. Alors, il y a plusieurs questions, en fait. Par exemple, si je prends, on va dire, les plus atteints, qui sont les restaurateurs, est-ce que, techniquement, mon restaurant, donc, il est fermé pour servir des plats, mais est-ce que moi, par exemple, je pourrais me dire, je vais le réaménager sans forcément dépenser, beaucoup d'argent, mais pour en amener un lieu justement où je peux accueillir quelques personnes en coworking. Est-ce que ça serait envisageable? Donc aménager un commerce de proximité en coworking, oui, après c'est envisageable puisque le coworking peut se faire en étage ou en rez-de-chaussée. Donc ça, D'accord, c'est quelque chose qui est envisageable. d'accord. Maintenant, pour resituer le marché du commerce de proximité, donc on est sur les pieds d'immeubles, des Oui, commerces de centre-ville ou des zones périphériques. C'est oui, un marché qui a fonctionné entre 2018 et 2009 à un trend de 5 milliards d'euros par an. Donc d'accord. marché rentable, vraiment en hausse. Forcément, arrive le Covid, baisse des fermetures des activités non essentielles, donc commerce de restauration, tout ce qui est événementiel aussi, il y a eu un gros impact. Oui, Donc aujourd'hui, les restaurateurs prioritairement et bars, c'est des commerces de rez-de-chaussée où soit l'emplacement est vraiment exceptionnel, auquel cas on payera plutôt un droit au bail important. Si vous êtes propriétaire, vous aurez toujours une valeur sur votre droit au bail ou votre pas de porte. Si vous êtes locataire, la question va se poser, c'est de dire est-ce que l'activité que j'exerce aujourd'hui va reprendre de manière à peu près normale dans les mois à venir, auquel cas peut-être que la trésorerie permettra d'avoir une relance avec les aides du PGE qu'il y a eu auparavant, oui. ou est-ce que l'activité que j'exerce, peut-être que j'aurai des difficultés de trésorerie, auquel cas il va falloir peut-être la revendre à quelqu'un qui a peut-être des moyens financiers plus importants, qui vous permettra de basculer sur sur un fonds de commerce plus petit ou revenir à un meilleur état de fortune. D'accord. Et toi, est-ce que tu penses que dans le commerce de proximité, dans les prochains mois, il va y avoir une redistribution des cartes, plus de commerces à vendre éventuellement, ou au travers justement de l'aide de l'État pour soutenir ces commerces de proximité, ils vont pouvoir passer cette crise, entre guillemets, sans trop de difficultés? Il y a un vrai sujet sur les commerces de proximité parce qu'on va prendre le centre-ville. Mmh. Centre-ville d'une ville, euh, quand on avait du tourisme, quand on a du tourisme et qu'on a des gens locaux qui sont là, le payer sans un emplacement, c'est normal. Beh oui, Payer puis être sans un un petit emplacement où il n'y a pas de touristes, il n'y a pas mmh. de locaux qui peuvent venir parce qu'il y a un confinement, c'est compliqué. Donc ça, il va y avoir un impact parce que ces deux mesures-là, le tourisme et le confinement, ont joué sur la valeur du commerce de centre-ville. On parle pas de la valeur du fonds de commerce, on peut parler aussi de la valeur de l'emplacement. On est plutôt sur ces deux sujets qui sont quand même assez liés, mais la valeur de l'emplacement, aujourd'hui, à payer quelque chose avec une valeur plus chère, je vais aller sortir du centre-ville parce que l'impact sera peut-être moins important. Peut-être aller dans des zones B où l'impact touristique, j'aurais pas besoin de le quantifier dans mon loyer, Ouais, je comprends, ni dans la valeur de mon fonds. je comprends. C'est-à-dire que tu penses qu'il peut y avoir un changement des consommateurs au travers du centre-ville? Le consommateur, à partir du moment où on va lui redonner le choix de reconsommer en local et d'avoir un peu de revenir sur ce patriotisme de consommation locale, il Oui, va revenir. Maintenant, d'accord. Combien de temps on a ça quand dure? même, Mmh, mmh, mmh. voilà, combien de temps ça va durer? Est-ce que les touristes vont revenir aussi vite que les consommateurs locaux? C'est une vraie question. On sait si 2021 arrive à peu près à avancer correctement, on n'a pas de boule de cristal, on sait pas trop. On est en avril 2021, donc là, on attend les mesures de réouverture des restaurateurs. Mais si ça continue sur ce rythme-là, il va falloir, oui, il y a une vraie question à se poser, parce que le commerce du centre-ville n'aura pas la même valeur qu'en 2019. Alors ça, c'est très intéressant et je voudrais avoir ton retour en tant qu'expert dans l'immobilier, B2B. Je prends la situation, je souhaite créer mon entreprise, je souhaite créer, soit mon restaurant ou soit mon salon de coiffure, dans tous les cas, un commerce de proximité.
je vais te donner en fait deux hypothèses. Est-ce que c'est plus intéressant de se dire, bon, je vais pas me rester à une situation donnée, je suis optimiste et je pense que demain en fait sera meilleur, donc je reste dans le commerce de proximité centre-ville. Par contre, peut-être que je peux avoir un point fort au niveau de la négociation de la vente en disant bah il y a que moi qui veux acheter peut-être, ou il y a moins de monde et donc je peux peut-être tirer les prix vers le bas, ou soit dès le départ dire je suis un peu avant-gardiste, je vois les situations actuelles, je ne sais pas où ça va aller, je préfère plutôt, comme tu dis, partir directement en fait sur deuxième, troisième rang par rapport au centre-ville. Quel conseil qu'on pourrait donner à une personne qui voudrait s'installer aujourd'hui? Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut démarrer, il y a, alors il n'y a pas de meilleure solution. Il y a pas de meilleure solution. Ça, Ça c'est dépend clair. ce qu'il va faire. C'est au cas par cas Aujourd'hui, on va après. donner une piste de travail. On Ouais, a vu que les commerces non essentiels, c'était les premiers à fermer. À ouvrir ouais, un commerce, j'ouvrirai un commerce essentiel. C'est une première piste. On sait qu'on a vu qu'en période de Covid, ben, tout ce qui était commerce essentiel restait ouvert et du coup, ben, il y avait du chiffre d'affaires qui était généré. Parce qu'on a d'accord. cette problématique chiffre d'affaires, c'est quand même important, c'est la base de notre activité. De l'économie, Ensuite, ouais. il y a un deuxième aspect, le côté responsable. Les consommateurs se sont rendus compte qu'ils voulaient peut-être consommer un peu plus dans leur zone d'habitation. Donc, il y a une vraie tendance actuelle du marché. Alors, il faut que ça soit une tendance qui se confirme dans le temps, auquel cas ça va devenir une habitude. Mais l'idée, c'est de consommer local et responsable. Donc ça, c'est deux points qui sont importants. Que ça soit fait dans le centre-ville ou en périphérie. D'accord. Il y a le moment actuel, aujourd'hui, il va y avoir des opportunités de marché, c'est évident, parce qu'il y a des entreprises qui vont pas tenir et d'autres qui auront besoin de liquidités pour pouvoir passer à d'autres choses. Mais il y a des entrepreneurs qui ont quand même des moyens. Donc, je pense que le marché va quand même se libérer un peu, mais il y a des entrepreneurs qui attendent, qui sont à l'affût et qui sont prêts à investir. Est-ce que tu as un chiffre sur pas une hypothèse, mais sur une vision en fait de la baisse que l'on peut avoir d'ici 2021-2022 au niveau du marché de l'immobilier entreprise et Alors précisément sur les le commerce de informations qu'on proximité. peut sur les informations qu'on pourrait avoir en discutant un peu avec les banquiers, on attend 20% de peut-être entre 10 et 20% de fermeture de commerce. Donc c'est énorme parce que là aujourd'hui on a encore l'impact du PGE pour ceux qui l'ont demandé l'an dernier. On a aussi un deuxième impact, c'est qu'il y a des aides de l'État pour les restaurateurs ou les restaurateurs qui peuvent prendre jusqu'à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc tant qu'il y a les aides de l'État, pour l'instant ça va. Tant qu'il n'y a pas de Oui, c'est maintien. réouverture et que Mm, ça mm, maintient. mm. Le jour où il y aura réouverture et que les aides de l'État vont diminuer, là, on aura 6 mois de visibilité sur le marché. À fin d'année, on saura exactement qui sera encore sur le marché, qui sera encore en activité. C'est terrible. Après, c'est un peu la loi du marché en ce moment. Eh Mais oui. c'est en période de crise qu'on voit les entrepreneurs qui auront peut-être soit réussi à anticiper en amont, soit à conserver de la trésorerie. Mais il est clair que le bon timing, si vous avez ouvert votre resto en 2020, ou un commerce qui a dû fermer à cause de la crise sanitaire, aujourd'hui, on ne peut pas blâmer ces artisans ou ces commerçants qui ont tenté cette expérience, Mm. mais j'espère que tout le monde s'en sortira correctement et il est important d'avoir un banquier très conciliant Alors, le banquier, parce que c'est eux qui financent l'économie. ça, c'est l'un des partenaires les plus importants d'une entreprise, donc c'est sûr que la relation doit être solide et qu'il doit être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Après, il y a l'État qui aide de manière importante cette économie pour qu'elle puisse tenir. Espérons passer ce moment difficile et que cette économie en fait reparte comme il faut et même on l'a vu hein, juin 2020 les restaurateurs je connais des restaurateurs qui ont fait un chiffre d'affaires jamais un chiffre d'affaires aussi important de toute leur carrière et donc Oui, il il y y a a eu une peut-être aussi bon cette temps trimestre. c'est ça il y a peut-être cette envie aussi les gens tu les as bloqués pendant plusieurs temps chez eux et il y aura peut-être cette envie de consommer de manière beaucoup plus importante, en fait. C'est possible aussi. Et moi, je le crois, en fait. Voilà. Il y a aussi il y a eu pas mal, donc l'État a impulsé beaucoup de choses au niveau des banques. Les banques ont accordé à leurs clients professionnels un report des remboursements de jusqu'à 6 mois. Ouais, Ces 6 mois, en fait, à partir du moment où les 6 mois étaient passés, on demandait aux entrepreneurs, est-ce que vous souhaitez faire un rattrapage sur les années en cours
auquel cas on lissait les 6 mois sur les mensualités restantes, ou est-ce que vous souhaitez augmenter la durée de votre prêt de 6 mois? Après, le choix était laissé à l'entrepreneur. Ça n'avait pas de coût additionnel à l'instant T, par contre, les intérêts qui n'étaient pas payés étaient quand même reportés en fin de crédit. Mais c'était des facilités de paiement qui permettaient de voir venir pendant 6 mois. En tout cas, ça, c'était une bonne chose. Oui. Il y a aussi le report du loyer des bails professionnels et commerciaux. D'accord. L'État a précisé, en fait, que les bailleurs pouvaient abandonner jusqu'à 50% de leur loyer pour recevoir un crédit d'impôt bailleur. D'accord. Dans la limite de 2/3 du montant du loyer. Donc, pour pas qu'il y ait trop d'abus non plus. D'accord. Et ça, tu as des Donc, chiffres à peu près combien de bailleurs ont opté pour cette solution? Est-ce qu'ils ont alors, joué le jeu ou pas? je veux pas dire de bêtises, mais on a, nous, sur notre marché local, on va dire, il y a eu 10-15% de bailleurs qui ont accepté cette solution. C'est pas D'accord. forcément la solution de facilité, parce que quand vous êtes bailleur, propriétaire bailleur, vous avez aussi des obligations envers votre banque. Oui. Donc, un abandon de loyer pour un crédit d'impôt, ça veut dire qu'il y a quand même 50% de l'impôt, du loyer qui doit être payé par l'entreprise, Qui doit être 50% par payé. l'État. Et c'est ça, oui. Donc, Oui, c'est c'est un pas effort forcément quand la même. solution de facilité. C'est un effort du bailleur, c'est sûr. Ouais. Ah oui, 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 là, je c'est comprends. pas une solution de facilité. Après, il y a une autre solution qui peut être, si vraiment l'entreprise est en difficulté, c'est la médiation du crédit. C'est un dispositif public qui aide en fait toutes les entreprises qui rencontrent des difficultés avec Donc un ça, établissement financier. ça s'est pas créé par rapport au Covid, c'était créé avant, ou c'était créé C'était par créé rapport avant, mais c'est Ok. encore plus d'actualité maintenant puisqu'on ne les utilisait pas trop. C'est fonctionnement D'accord. d'État. Le D'accord. médiateur du crédit permet de réunir tous les partenaires financiers de l'entreprise et de résoudre des points de blocage. Et ça, on l'utilisait peut-être moins avant, mais ça devient un outil qui est ultra important parce que ça permet de continuer à communiquer avec son établissement financier et communiquer aussi avec ses créanciers. D'accord. Et comment on fait pour prendre cette option? Donc, il faut aller sur le site internet du médiateur du crédit, on saisit sur D'accord. le site web directement. En 48 heures, on a une réponse sur la saisine. Et le médiateur du crédit vérifie la recevabilité de la demande D'accord. et il établit un schéma d'action avec l'entrepreneur. Et il saisit les D'accord. banques concernées. D'accord. Ok. Ok, super. Merci pour ces conseils sur le commerce de proximité. Et donc, on va continuer en fait sur la partie, on pourrait appeler ça zone industrielle, les hangars. Est-ce que eux, en fait, la situation est différente? Parce que Alors, on parle d'artisans et les artisans, ils n'ont pas de blocage à proprement parler en fait de fermeture, donc ils peuvent toujours exercer leur métier. Est-ce que là, au contraire, justement, il y a une différence qui se développe? alors, pour closer vraiment sur le commerce, on a un exemple qui est flagrant, c'est les Ouais. coiffeurs. Les coiffeurs, aujourd'hui, ils étaient en rez-de-chaussée d'immeubles et on commence à les voir arriver en appartement. Ah oui, Donc, c'est une mutation de l'activité. Il y a quelques activités qui n'ont pas forcément une obligation d'avoir pignon sur rue. Et le travail de bouche à oreille ou le travail de recommandation, puisqu'avec le web marketing, on peut faire des choses différentes. Donc, ça permettra à d'autres activités qui devaient se faire en rez-de-chaussée d'immeuble, en commerce, de passer sur des styles bureaux ou appartements. Donc ça, c'est vraiment pour clôturer ce côté-là, mais ça c'est c'est les tendances qui intéressant. commencent à arriver. D'accord, donc ça veut dire que l'emplacement, en fait, il est plus trop, il y a plus trop de raisons si demain le coiffeur en fait est à l'étage, non? Sur des activités comme le coiffeur, parce qu'ils même s'ils cherchent des volumétries des volumes de clients, maintenant, si vous êtes coiffeur indépendant, vous n'avez pas besoin de traiter 30 clients par jour. Donc ça dépend Oui, la taille de la structure la taille, et oui. la montant de la prestation. Plus la prestation va être élevée, ça veut dire qu'il y a du service. Donc le service peut compenser aussi un emplacement. D'accord. Ok, très bien. Ok, super, intéressant, ouais. Et donc, oui, alors pour rebondir donc sur les zones industrielles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie-là? Donc sur les locaux d'activité, donc zone industrielle, zone artisanale, on a vu qu'avec le Covid, en fait, ces personnes-là étaient moins impactées parce qu'elles ont pu exercer. Donc forcément, leur activité, leur volume d'activité n'a pas bougé, donc leur valeur d'actif continue à augmenter. En 2019, par exemple, vous avez eu 88 000 m² de bureaux, enfin de locaux d'activité, pardon, qui ont été vendus. Ça représente les 5 milliards d'euros restants quasiment sur les 35 qu'on avait au départ sur l'ensemble de l'immobilier d'entreprise. D'accord. C'est un secteur d'activité qui est toujours très porteur, qui est rentable
et où par contre il n'y a pas eu de demande de suspension de loyer et on a peu d'offres sur le marché. Il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Ah oui. Parce que c'est très lié à la valeur foncière en fait du hangar. Si vous avez un terrain en zone artisanale, un artisan est capable quasiment de le construire lui-même. Les coûts de construction sont pas forcément plus élevés parce que c'est du bâtiment un peu plus léger. Et en fait, la demande vient du foncier. Il faut trouver du foncier pour pouvoir créer son propre hangar. Pour construire, oui. Je comprends, oui. D'accord. Et c'est vraiment le troisième secteur d'activité de l'immobilier d'entreprise qui reste porteur sur les deux autres qu'on vient de citer. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, si moi je serais un investisseur dans l'immobilier, toi, en tant qu'expert dans l'immobilier, tu orienterais plutôt sur l'hangar ou tu utiliserais en fait cette situation actuelle pour peut-être redistribuer les cartes et plutôt sur le bureau ou sur le commerce de proximité? Quel serait ton conseil? Suivant ma capacité financière, si ma capacité me permet d'aller chercher du hangar, je pense que j'irai. D'accord. Après, c'est une offre il y a de la rareté. Et comme on est en zone artisanale et industrielle, il y a des conditions particulières à remplir. D'accord. Maintenant, si je pense qu'une année comme 2021, il faut être patient. Et la patience va permettre à certains de faire des bonnes affaires. Parce que vous allez voir des commerces ou des bureaux qui seront très bien placés. Le Covid, bon, on a le Covid aujourd'hui depuis 2 ans, mais il va pas durer 15 ans. Donc à un moment, il y aura forcément un retour à la normale qu'on attend en grande partie pour 2022. Et quand ce retour à la normale sera là, comme tout marché qui se retourne, qui a subi un choc, il est clair qu'à un moment, on va revenir sur des prix de marché un peu plus importants. Peut-être qu'il y aura plus d'entreprises qui vont se créer, et ainsi de suite. C'est clair qu'on va avoir entre 2021, 2022 et 2023, on va avoir quelques années de turbulence dues à cette crise, parce qu'on va pas s'en remettre en moins d'un an. Mais il y aura des opportunités. Les gens patients devraient quand même surveiller le centre-ville ou la périphérie, mais il y aura des choses à faire. Ok, super. Et est-ce que pour clôturer en fait cet épisode, tu as des exemples en fait de ce qu'auraient pu faire les entreprises à l'étranger, des idées en fait de développement, voir un petit peu comment eux en fait ils se sont débrouillés de leur côté? Alors au niveau de l'étranger, on a des marchés qui sont assez intéressants sur les marchés anglo-saxons et scandinaves. Ces marchés-là, en fait, ont déjà anticipé le télétravail. Donc la crise de Covid a accentué encore ce point-là. Mais on voit de manière générale, au niveau le sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'était Internet. La 5G est en train d'arriver. Elle vient d'être lancée en France. Et c'est un marché de niche qui aujourd'hui va se développer énormément. Va permettre à des zones B ou des zones qui étaient peut-être moins accessibles de se développer aussi. Donc le potentiel sur les marchés étrangers, il le développe par le côté Internet. Il le développe aussi sur la logistique. Et nos marchés français aussi permettent à la logistique et au data center de se développer énormément. C'est les deux grands gagnants, clairement, de la crise du Covid et les investissements qu'il faut suivre dans les années à venir. Logistique, data center. D'accord. Résidence senior aussi, puisque l'État continue de payer les retraites. Même s'il y a des fluctuations sur le mode de calcul, il y a des choses qui augmentent, mais l'État continue de payer des retraites. Donc, et le senior aujourd'hui reste une cible prioritaire des investisseurs, parce que c'est important de pouvoir avoir des établissements de bonne composition et corrects. Ce senior important. L'étudiant, ça va revenir aussi. Et certes, ils ont délaissé un peu les cités universitaires pour retourner peut-être chez leurs parents ou chez des personnes extérieures pour lâcher leur logement, parce qu'il faut éviter d'avoir des charges supplémentaires. Mais ils vont être obligés de revenir aux facultés. Donc, c'est un marché qui va rebouger. Et le sacré saint espace de la santé, les EHPAD, les maisons médicalisées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des investissements, il y a des SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, qui collectent de plus en plus sur la stratégie santé. C'est les 4 points entre santé, logistique, senior et data center où il y a un vrai sujet d'actualité sur les années prochaines. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien par rapport à tout ça, c'est l'immobilier quand même reste la valeur refuge numéro 1 par excellence, quoi. L'immobilier reste la valeur refuge parce qu'on est en période de crise, on a toujours plus peur de la finance
et on aime bien conserver la pierre. Donc, et on sait que notre locataire, malgré les actualités, suivant son activité, pourra quand même plus ou moins payer. Et après, quand on achète un bien immobilier ou quand on investit dans la finance, il faut toujours avoir les moyens du risque. Si je rentre un loyer de 500 € et que le loyer n'est pas payé, quand j'achète, j'ai cette condition-là en tête, je sais que c'est possible. Maintenant, encore plus avec l'année qu'on vient de passer. Donc, on sait que ce potentiel risque-là, il est là, il est présent, et qu'on est capable de le porter. Ok. Bah, écoutez, franchement, c'est très très intéressant, Thomas. Merci beaucoup d'avoir amené tous ces conseils. J'espère que vous aussi, vous avez pu prendre et peut-être de vous donner de l'inspiration. Et ce que je retiens, c'est patience et voilà, analyser le marché régulièrement pour voir, mais sans forcément peut-être aller trop vite. Et tout ça, au fur et à mesure, au fil de l'eau, va se développer. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des choses à faire intéressantes. Et pour ceux qui ont déjà des activités, j'espère que les conseils de Thomas vont vous permettre en fait de pouvoir les mettre aussi en exécution. Merci Thomas. Merci beaucoup Rudy. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Yoma Goudisso, expert en droit des affaires et de la propriété intellectuelle. Il nous expliquera l'importance pour une entreprise de déposer sa propre marque à l'INPI. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.